Nous vous proposons de retrouver dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche avec François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains et auteur du récent Penser l'histoire de l'Afrique aux éditions du CNRS. Mardi 27 septembre 2022, François-Xavier Fauvel présentait à la librairie Ombre Blanche l'ouvrage coécrit avec Anne Lafont, L'Afrique et le monde, histoire renouée de la préhistoire au XXIe siècle, publié aux éditions La Découverte. Bon, alors, non, François, je ne serai pas entre vous deux. Voilà, je ne suis pas assez savant pour cela, mais je suis très très heureux de vous accueillir, en dépit de mon mal au dos. Déjà, toi, tu viens de donner du temps, merci, à des étudiants. Et c'est bien, c'était à côté, parce qu'ici, il y avait déjà quelqu'un. Il faut beaucoup de place pour entendre des voix. J'étais en train de me demander, la première fois que j'ai entendu parler de François-Xavier Fauvel, c'était par Gérard Beauvillier, donc dans cette maison qui n'était pas tout à fait destinée à accueillir des écrits savants sur l'Afrique. Je ne sais pas comment tu as proposé ça, je pense que c'est lors de ce voyage à Addis Abeba, c'est ça peut-être, hein. Et tu t'es retrouvé comme auteur chez Verdier, donc j'ai en 2009 en quelque sorte appris qu'il y avait un jeune homme qui travaillait d'arrache-pied sur l'Afrique et qui allait rentrer dans cette maison. Puis bon, on sait tout le chemin que tu as fait et on te voit ici quand même assez régulièrement, en dépit là aussi de tous tes voyages et de ce séjour. Je ne sais pas si tu vas rester combien de temps aux États-Unis. Ouais. Un certain temps. Et d'ailleurs, ça fait 2 fois cette année que nous te voyons, c'est formidable. Bon, voilà, l'année prochaine, il faut déjà cocher les dates. Voilà, on a demandé à François, d'ailleurs tu le savais déjà, à François Bon qui a collaboré à ce livre, qui est un de tes collaborateurs réguliers, un de tes proches réguliers, y compris dans cette université où tu as exercé longtemps. De t'accompagner, puisqu'il est dans le deuxième des articles de cet ensemble collectif qui convoque beaucoup de monde, du Canada, de l'Europe, de cette université de Toulouse. Voilà, l'Afrique et le monde. Je précise aussi que tu as une histoire du Mali qui sort en même temps, voilà, et qui s'appelle Les Masques et la Mosquée. Mais bon, je pense que vous êtes là tous les deux pour vous entretenir autour de ce collectif et je vais incessamment laisser c'est à toi. Merci beaucoup Christian de cette introduction. Merci de nous accueillir, d'accueillir François-Xavier Fauvel. Et c'est pour moi un grand plaisir, un privilège, devant une salle en plus, un parterre ô combien remarquable par sa qualité et sa quantité, que nous allons entreprendre un peu, donc 1 heure et demie à peu près de discussion, dialogue. On va d'abord commencer par un petit jeu que vous le savez, un peu de jeu de questions-réponses, où je me trouve moi dans le rôle là, de l'intervieweur de Monsieur Fauvel, et puis après on essaiera de laisser le plus de temps possible, tout le temps nécessaire, espérons-le en tout cas, à un dialogue avec vous autour des questions que vous aurez envie de poser à François-Xavier Fauvel. Donc François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France, sur la chaire créée pour lui d'histoire et d'archéologie de l'Afrique, qui vient ici parce que sa rentrée de publication est très dense, avec notamment les 2 ouvrages qu'on va présenter aujourd'hui. Il y en a même un 3e, dont peut-être tu seras amené à parler, qui est la version augmentée d'un des textes qui peut-être est celui qui t'a fait le plus connaître d'un public très au-delà du cercle des historiens de l'Afrique, qui est Le Rhinocéros d'or, qui a été publié il y a combien de temps à peu près 10 ans. Voilà, donc ça a été un livre très marquant dans le champ des sciences humaines, et qui faisait entrer justement l'histoire de l'Afrique à une échelle et auprès d'un lectorat beaucoup plus ample que la plupart des livres jusqu'alors publiés sur ce sujet, qui a en plus posé le modèle d'un Moyen-Âge africain qui, à travers ne serait-ce que l'association de ces termes, ancrait l'Afrique dans un dialogue avec le reste du monde. Et ça a été un moment, je pense, assez marquant dans les études africaines que ce Rhinocéros d'or, dont on a la chance là, de voir une édition augmentée, qui est paru en même temps que les 2 livres dont on va parler aujourd'hui.
Tout cela pour dire que je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, François-Xavier Fauvel. Vous avez déjà été amené à lire certains de ses textes, certains de ses livres. Et donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on imagine un nouveau livre ? Par exemple, ce livre-là, vu l'œuvre qui précède ce livre, à quel moment est-ce que tu dis, voilà, qu'est-ce qui reste encore à écrire ? Comment je vais l'écrire ? Qui vais-je convoquer pour l'écrire avec moi éventuellement lorsqu'il s'agit d'un collectif ? Voilà, mets-nous un peu, je dirais, dans le moteur intellectuel de François-Xavier Fauvel pour voir un peu comment est-ce qu'on imagine et on envisage un nouvel ouvrage comme celui-ci. Alors, quand on est historienne ou historien, ou quand on est chercheuse en général, on fait deux sortes de livres. On fait des livres ultra spécialisés, et j'en fais régulièrement. Ultra spécialisés, c'est-à-dire des livres d'érudition, de pure érudition, consistant à produire une documentation ou renouveler une documentation, qu'il s'agisse d'archéologie, qu'il s'agisse de manuscrits ou qu'il s'agisse d'autres choses. Et les livres comme ça, tous les historiens en font. Et cette année, j'en ai fait un. Il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai fait paraître une monographie sur les fouilles de Sigil Massa au Maroc, etc. Ce sont des livres dont vous n'entendrez sans doute jamais parler. Ils sont destinés, en fait, à accumuler les connaissances et à figurer en petit nombre, en petite quantité, sur les étagères des bibliothèques internationales, où ils resteront le plus longtemps possible, 50 ans, 100 ans, 200 ans, de façon à ce que dans 50, 100 ans, si quelqu'un s'intéresse aux résultats des fouilles qui ont eu lieu au Maroc sous ma direction pendant une dizaine d'années, les résultats sont dans ce livre, tirés à 200 ou 300 exemplaires, etc. Je fais même des livres tirés à moins que ça, parfois. Hein, je vais en sortir un dans l'année prochaine, sans doute tiré à 200 exemplaires sur un manuscrit, une lettre manuscrite d'un marchand génois qui a séjourné dans l'oasis du Touat en Algérie au milieu du XVe siècle, et qui, c'est une petite lettre qui fait quelques pages en latin, et il écrit à ses commanditaires pour raconter comment il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a traversé comme région pour arriver dans cette oasis du Touat. Qui sont ses contacts, quelle est l'ambiance, quelle est la société du coin, etc. Et puis comment il pratique son commerce, et puis qu'est-ce qu'il a réussi à apprendre sur ce qui est au sud du Sahara, de l'autre côté du Sahara. Il raconte des choses, filtrées évidemment par ce que ses informateurs lui ont dit, etc. Cette petite lettre, vous voyez, elle était déjà connue dans une traduction datant du début du XXe siècle, et puis on l'a retraduite, cette lettre, et puis on l'a réinterprétée, et puis on l'a entourée de toute une série de nouveaux commentaires qui apportent beaucoup de choses très très neuves. Voilà. Mais voilà typiquement un ouvrage de pure érudition qui est le commun des chercheuses et des chercheurs dans toutes les disciplines. Et puis on publie d'autres types de livres parfois qui sont destinés à faire entrer les connaissances dans un domaine plus vaste, on pourrait dire dans l'espace public, auprès des lecteurs et des lectrices que vous êtes. Et là, c'est un autre exercice qui consiste, dont en fait la justification est, tu disais tout à l'heure, tu as eu une expression que j'ai pas retenue, tu disais faire entrer l'Afrique dans les savoirs, quelque chose comme ça. C'est tout à fait ça. On ne parle pas assez d'Afrique dans notre société. On ne parle pas assez de société africaine. On ne parle pas assez d'histoire de l'Afrique. Elle n'est pas assez présente dans les enseignements, dans les petites classes, au collège, etc. Elle n'est pas assez présente dans les conversations. Elle n'est pas assez présente dans les références que chacune de nous a quand on veut aborder autour d'une table ou dans la conversation amicale ou etc. dans les débats publics des questions sur, c'est des questions importantes sur les circulations entre les civilisations, sur le rôle respectif, etc. Sur des grandes civilisations, sur les grandes puissances politiques du passé, etc. On pense à la Grèce, on pense à Athènes, on pense à Rome, on pense à un certain nombre de formations politiques médiévales ou modernes en Europe, on pense à pas mal de sociétés contemporaines, les États-Unis, etc. On est tous capables de dire des choses qu'on a apprises ou
ou à propos desquels on s'informe dans la presse, etc. Mais dans toutes ces références, dans tous ces savoirs appris, dans toutes ces informations qui circulent par les médias, etc., la place de l'Afrique est relativement restreinte, et même très restreinte. Donc il y a un enjeu, oui, qui est de mettre davantage de savoir sur l'Afrique à disposition. Après, chacune et chacun fait son choix, hein. Je lis les livres qu'ils ont envie de lire, etc. Mais il faut que ces savoirs soient mis à disposition, soient apportés à un moment donné sous la forme de ces livres-là qui sont conçus pour toucher un public plus large. Ça ne veut pas dire que l'on sacrifie, que l'on adultère, vous voyez, que l'on atténue l'exigence. Ça veut dire au contraire qu'on ne change rien à tout ça, mais qu'on trouve une forme de narration, une forme de présentation qui permet à ces savoirs de franchir, de monter un escabeau et de franchir une étape à partir de laquelle ces savoirs sont davantage accueillis dans la société. Et c'est ça qui justifie, voilà, à la fois, d'abord c'est le sens même du cours que je donne au Collège de France et que donnent mes collègues au Collège de France. C'est un savoir qui est à la fois en pointe sur la recherche internationale et en même temps accessible à tout le monde, puisque si vous êtes parisien ou parisienne, vous pouvez tout simplement aller au Collège de France, pousser le portillon, et puis vous pointer dans les amphithéâtres et écouter les cours. C'est libre, c'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, etc. Et puis en plus, ces cours sont complètement disponibles en ligne, en vidéo et en podcast. Complètement accessible, et puis parfois retransmis même sur France Culture le matin très tôt. Et voilà. Mais ces savoirs sont disponibles. Et beaucoup de gens s'en emparent. Vous en faites partie ici parce que vous venez écouter justement ça, mais vous lisez. Beaucoup de gens, voilà. Et puis beaucoup de gens écoutent les podcasts. Beaucoup de gens en France, beaucoup de gens en Afrique, dans plein d'endroits. Beaucoup de gens dans le reste du monde, etc., regardent ces vidéos et écoutent ces podcasts pour se réemparer de savoirs qui ne sont pas si fréquents, voilà, qu'on n'entend pas si fréquemment. Alors que beaucoup de recherches sont faites dans les universités. À Toulouse, c'est le cas. À Paris, dans plein d'universités. Voilà, dans toutes les universités africaines, dans toutes les grandes universités américaines. Il y a des recherches de pointe sur l'histoire de l'Afrique. Il y a il y a un certain nombre de spécialistes qui travaillent sur toutes les périodes de l'histoire de l'Afrique et qui, pour l'essentiel, publient des livres de la première catégorie ou alors des articles, hein, puisque c'est l'essentiel de notre vie de chercheuse, c'est de publier des articles qu'on appelle des articles scientifiques, voilà, qui sont des articles de 20 pages, 30 pages, 50 pages, parfois plus, et qui sont publiés dans des revues qu'on appelle des revues scientifiques, voilà, qui peuvent être en différentes langues, en français ou en anglais le plus souvent, et dans d'autres langues encore, mais qui ne sont pas accessibles le plus souvent au grand public. Voilà, donc ces savoirs sont produits, ces recherches ont lieu, etc., mais elles sont connues uniquement de spécialistes et de leurs étudiants. Bon. Donc à certains moments, il est nécessaire de faire franchir à ces connaissances le marchepied dont je parlais pour les rendre un peu plus largement accessibles. C'était totalement la démarche, je continue à parler, hein, et c'est totalement la démarche des deux livres dont je viens vous parler aujourd'hui. Celui-ci qui est tiré de mon cours de l'année dernière sur le Mali du XIIIe et XIVe siècle. J'ai fait 6 ou 7 séances l'année dernière de 1h30 sur ce sujet-là. En présentant d'abord ce qu'on croyait savoir, ce qu'on croit savoir sur le Mali, parce que la conséquence de savoir
pas disponible dans l'espace public, dans la société, sur les tables des librairies, etc. La conséquence de ça, c'est que comme par appel d'air, beaucoup de faux savoirs prennent la place. Bon. Et le premier chapitre, mon premier cours, qui est devenu le premier chapitre de ce livre, prenait comme exemple le cas de la fiche Wikipédia sur l'Empire du Mali, dont je montrais et montre dans le chapitre que c'est une notice compilée avec les moyens d'une notice Wikipédia par des contributeurs et contributrices anonymes et bienveillantes, enfin, qui pensent faire tout à fait sérieusement ce travail d'aller chercher en ligne des savoirs et puis de construire une fiche Wikipédia accessible à tous. Et je montrais comment ces savoirs, parce que les savoirs les plus en pointe, les plus à jour depuis 20 ans ou 30 ans ne sont pas disponibles en ligne. Hein, du coup, les savoirs disponibles en ligne sont des savoirs complètement périmés, qui ont parfois 30 ans, parfois 50 ans, parfois 120 ans. Voilà. Et alors, quand un savoir depuis 120 ans ou 100 ans ou 80 ans a été complètement invalidé par la recherche, et que néanmoins, c'est ce savoir-là qui arrive à la connaissance de tout le monde, évidemment, ça pose un très très gros problème de décalage. Bon. Et donc après avoir, dans le premier cours, montrer comment des faux savoirs se cristallisent. Bon, je démonte ça et puis ensuite méthodiquement, voilà, je propose dans les cours d'après ou dans les chapitres d'après une reconstruction de ce qu'on sait aujourd'hui sur le Mali en termes de dynastie royale, dont faisaient partie deux très très grands souverains que vous connaissez peut-être, le sultan Moussa et puis son frère le sultan Souleyman, au milieu du XIVe siècle, enfin, première moitié du XIVe siècle. Et puis ce qu'on sait aussi, grâce à la tradition orale sur les origines du royaume du Mali, avec un autre héros que vous connaissez peut-être qui s'appelle Soundiata. Et puis ce qu'on sait aussi de la localisation exactement, et puis de l'organisation administrative de ce royaume. Et puis ce qu'on sait de la capitale, on sait plein de choses sur la capitale, mais il y a une chose qu'on ne sait pas de cette capitale, c'est où elle était. Et puis il y a plein de choses qui nous sont très très bien décrites à propos du Mali, grâce à des formidables témoins extérieurs, notamment Ibn Battuta, un très grand voyageur, qui a décrit des cérémonies de deux types complètement différents qui ont lieu les mêmes jours sur la place centrale de Mali-Ville, ville de Mali, hein, et deux cérémonies complètement différentes. D'abord des cérémonies musulmanes et puis ensuite des cérémonies qui font intervenir des masques. Et donc voilà, donc j'analyse ces phénomènes-là, j'essaie de les expliquer. Avant d'en arriver ou d'en revenir à la question de la capitale en proposant une localisation de la capitale complètement inédite, voilà, dans le dernier chapitre. Bon. Hypothèse que je n'ai pas pu valider sur le terrain parce que on ne peut pas, personne, ni français, ni archéologue malien, etc., personne ne peut aller se rendre aujourd'hui sur le terrain en raison de questions de très graves d'insécurité. Bon. Donc voilà, donc ça c'est ce livre-là, et j'en ai fini avec lui puisqu'on est là aujourd'hui pour parler de celui-ci qui procède d'une démarche similaire. Je continue à parler. Hein. Il y a 3 ans. J'attends mon heure. Je pose des questions. Moi, je poserai les questions en même temps que vous tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, laissons-le parler et profitons-en. La même motivation a été de proposer un livre qui réfléchisse pas seulement à l'histoire de l'Afrique, mais aux interactions entre les sociétés africaines et les sociétés du reste du monde pendant l'histoire. En fait, au début, la commande, si je puis dire, quand j'ai été approché par un collègue historien qui dirige cette collection Histoire Monde chez La Découverte, et qui m'a proposé de rédiger une histoire mondiale de l'Afrique. Bon. Puis je réfléchis un petit peu, et c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, et je lui ai proposé tout à fait autre chose, un livre dont je ne serais pas... Ce serait un livre qui ne serait pas une histoire de l'Afrique, ni même d'ailleurs une histoire mondiale de l'Afrique, mais qui serait à la fois une histoire mondiale de l'Afrique et une histoire africaine du monde. C'est-à-dire une histoire qui soit une histoire des interactions de toute nature entre l'Afrique et le monde. Évidemment, dès qu'on a dit ça, on est déjà tombé dans un piège qui est de naturaliser l'Afrique et
le monde, avec en plus ce biais supplémentaire qui est que ça voudrait dire que l'Afrique n'est pas dans le monde, puisqu'on les externalise l'un l'autre, on les naturalise différemment. Donc du coup, évidemment, tout de suite, il faut rendre les choses... Ça, c'est le titre, l'Afrique et le monde, mais tout de suite, on rend les choses un peu plus complexes que ça, et il s'agirait de penser, c'était ça le projet, comme la façon dont il a mûri, l'histoire dans la très longue durée, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des interactions entre différentes parties de l'Afrique, entre différentes sociétés du continent africain et différentes sociétés du reste du monde. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que c'est un livre qu'il est impossible à quiconque d'écrire. Bon. Par conséquent, tout seul, c'est impossible à faire. Il faut donc le concevoir comme un livre multiple, un livre de voix, un livre qui fait intervenir différents auteurs et autrices avec différentes compétences, différents backgrounds professionnels, différentes localisations dans le monde, différentes spécialités, différentes temporalités, différents regards, etc. Et ça donne ce livre parce que tout de suite, donc, quand j'ai commencé à appréhender ce livre infaisable, j'ai contacté une collègue, Anne Lafont, historienne de l'art, spécialiste de l'art du XVIIIe siècle, mais de l'art dans sa dimension, dans ses circulations transatlantiques, en pleine période de la traite des esclaves. Elle étudie l'art de cette période dans ses circulations, dans ses emprunts, dans le rôle qu'y jouent les Africains et les Africaines, à la fois comme acteurs de cet art, producteurs de cet art, artistes, mais aussi sujets de cet art, visible par exemple sur les peintures, etc. Elle est la grande spécialiste de ce sujet-là. Donc un sujet atlantique, qui a, donc avec une compétence très très différente de la mienne, historienne de l'art, que je ne suis pas du tout, donc aussi là avec une compétence très différente de la mienne, et puis spécialiste d'une période, on pourrait dire la période moderne au sens anglophone de ce terme, c'est-à-dire en gros 16e, 20e siècle. Alors que moi c'est plutôt les périodes antérieures. Donc voilà, donc une fois réunie cette équipe de directeurs du volume, nous avons ensuite réfléchi à comment donner justice à cette approche d'histoire qu'on pourrait appeler globale, mais qui n'est pas tout à fait ça, parce que c'est dynamique. Voilà, c'est entre différentes régions d'Afrique et différentes régions du monde. C'est à la fois, on pourrait dire, interconnecté. Oui, c'est vrai, mais c'est interconnecté entre différentes régions et c'est pas toujours pareillement interconnecté, puisque c'est de l'histoire. Par conséquent, c'est toujours fluide. Et c'est pour ça qu'on a inventé un petit peu ce concept d'histoire renouée, c'est-à-dire que l'idée, c'est de nouer ces histoires avec les autres, ou plutôt de les renouer, parce qu'en réalité, il s'agit là aussi de faire un petit pas de plus, qui est quand même qui est de rappeler, et c'est toujours nécessaire de le faire, que si nous devons aujourd'hui renouer les histoires du passé, c'est parce qu'il y a eu un oubli qui s'est constitué. Il y a eu un oubli de l'histoire des sociétés africaines, un oubli qui a été véhiculé ou construit en même temps que la traite des esclaves ou en même temps que la colonisation. Ces sociétés du passé, elles n'ont jamais ignoré qu'elles étaient en interaction. Le royaume du Mali n'a jamais ignoré qu'il était en interaction avec le monde islamique en général et avec d'autres sociétés. Le sultan Moussa, qui a fait le pèlerinage en 1324, n'a jamais ignoré qu'il était en interaction savante, politique, économique, culturelle, esthétique, avec d'autres régions, avec de très 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 vastes régions du monde. Donc c'est la justification du titre, si je puis dire, c'est d'aller renouer ces histoires du passé en rappelant toujours que ces sociétés africaines et ces sociétés du reste du monde ont toujours été ce qu'on appelle co-présentes, présentes les unes aux autres, elles ne l'ont pas ignoré, et que notre travail d'historien et d'historienne, c'est de renouer ces histoires-là. Alors ça donne un casting que je vais vous voir. Ça donne un casting d'une douzaine d'autrices et d'auteurs, parmi lesquels, alors je vous donne dans l'ordre purement alphabétique, Ana Lucia Araújo, qui dans le dernier chapitre du livre, qui est une historienne brésilienne, qui dans le dernier chapitre du livre aborde l'histoire des mémoires. Des mémoires africaines et des mémoires noires dans le monde. Et puisque nous le savons, la traite
transatlantique des esclaves, qui caractérise l'époque moderne, a amené dans beaucoup de régions du monde des communautés d'origine africaine, afro-descendantes, et dont les propres mémoires elles-mêmes ont été très longtemps occultées et qui ont commencé depuis plusieurs décennies à réémerger de façon différente selon les régions d'Europe ou d'Amérique ou de la Caraïbe, ou encore d'ailleurs, et on peut faire une histoire sur quelques décennies de ces mémoires noires dans le monde. Pascale Barthélémy, qui est une professeure d'histoire contemporaine à Lyon, spécialiste de l'époque contemporaine, de la colonisation, donc en fait du XXe siècle, fait aussi là une histoire de l'Afrique, de ce que le monde fait à l'Afrique pendant le siècle de colonisation et de décolonisation, mais aussi de ce que l'Afrique fait de ses interactions avec le monde pendant cette période-là. Jean-Godefroy Bidima, qui est un collègue qui est à l'université Tulane, fait une histoire de l'oralité en décalant le propos. Évidemment, l'oralité, on pense tout de suite les traditions orales, etc., comme essence des sociétés africaines. Ok, il passe très très vite sur ça pour dire, attendez, c'est pas du tout que ça. L'oralité, c'est aussi tous les usages de l'oralité, des usages très modernes et parfois même très novateurs de l'oralité dans les sociétés africaines, notamment dans les registres, par exemple, de la justice, ou de la justice post-génocide, ou de la justice libération, ou encore du soin, ou encore d'autres pratiques aujourd'hui dans lesquelles les sociétés africaines développent aujourd'hui des apports très très importants qui ont fait des émules dans le reste du monde. Guillaume Blanc est un historien lui aussi du contemporain qui parle de l'interaction entre les sociétés africaines et le monde sous le prisme de la gestion de la nature. Peut-être avez-vous déjà lu un livre qu'il a publié récemment qui s'appelle L'invention de l'écologisme vert, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien, voilà, du colonialisme vert. Le colonialisme vert, qui est, il développe cette idée que tout à fait exact, que les pouvoirs coloniaux sont arrivés en Afrique avec une vision des sociétés africaines comme des sociétés ancrées dans la nature. Bon. Et une part importante de l'administration coloniale a consisté à protéger la nature contre le mal qu'étaient censées leur faire les sociétés africaines, donc à protéger la nature contre les Africains et les Africaines eux-mêmes, avec cette chose assez remarquable qu'on oublie, c'est que la plupart des parcs naturels pendant la période coloniale et ensuite, la plupart des réserves naturelles sont en Afrique. Et de là vient aussi évidemment tout notre imaginaire, ou l'imaginaire enfantin de cette Afrique de dessins animés, de lions et de rois lions et de je sais pas quoi, et d'éléphants ou de girafes, et comme une Afrique très naturelle, alors que bon, l'Afrique c'est quand même très très urbain. Enfin, je veux dire, quiconque y est déjà allé sait que c'est quand même des villes essentiellement. Et bon, et il montre aussi une chose très très intéressante, c'est que entre l'époque coloniale et l'époque ensuite post-coloniale, donc après les années 60, il y a une très très grande continuité dans la gestion de la nature, avec cette chose un peu particulière et qu'on ne sait pas souvent, c'est que les administrateurs coloniaux qui avaient pour charge de gérer la nature contre les sociétés africaines pendant l'époque coloniale sont souvent les mêmes qui se sont retrouvés ensuite dans les grandes agences de préservation de l'environnement pendant les années 70, 80, etc., etc. Et François Bon, qui est là, préhistorien à Toulouse, mais on en parlera tout à l'heure du chapitre que nous avons écrit ensemble. Mes questions, justement. Pourquoi ce chapitre ? Voilà. Marie-Laure Dera, historienne de la période médiévale, qui a fait là un très grand chapitre, très ample, qui montre la façon dont, entre en gros le premier millénaire avant notre ère et puis le deuxième millénaire, le premier millénaire de notre ère, en gros dans une très très grande antiquité et Moyen-Âge, même si on peut pas l'appeler comme ça, pendant 2000 ou 2500 ans, différentes régions d'Afrique ont été complètement connectées avec d'autres régions du monde, le bassin méditerranéen, l'Asie centrale, l'océan Indien, le monde islamique, etc. Et avec
avec beaucoup de circulation de matières premières, et de personnes, et d'idées et de religions, avec notamment 2 religions vraiment centrales, de religions monothéistes et à prétention universaliste, le christianisme et l'islam, qui ont complètement connecté différentes régions d'Afrique avec différentes régions du monde. Rappelons quand même que le christianisme est présent en Afrique dès le 1er siècle et que dès le 4e siècle, un royaume en Éthiopie se convertit officiellement au christianisme. D'accord, bon. Et puis en Nubie, Soudan actuel, de la même façon, là, plusieurs royaumes chrétiens ont fleuri à partir du 6e siècle de notre ère. Bon. Souleymane Bachir Diagne, un collègue sénégalais qui enseigne à la fois à Dakar et à Columbia aux États-Unis, a endossé le rôle de parler de l'islam, plus spécifiquement l'islam ouest-africain, dans une chronologie qui va du Moyen-Âge, mais surtout époque moderne et contemporaine, dans ses dialogues avec le reste du monde. Il montre très très bien que l'islam n'est plus depuis très 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 longtemps, depuis plus d'un millénaire, n'est plus une religion importée en Afrique. C'est une religion complètement africaine et qui a même pris des voies très locales, en Afrique de l'Ouest en particulier, qui ensuite, dans le courant du XXe siècle, par l'intermédiaire des courants mystiques, dialogue avec d'autres, un islam qui dialogue avec d'autres régions du monde. Sarah Fila Bakabadio, quant à elle, propose une histoire 19e, 20e siècle du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'idée qu'une identité réunissant les Africains, Africaines d'une part et toutes les personnes d'origine africaine d'autre part, donc les personnes qu'on appelle afro-descendantes, voilà, que cette identité-là se subsume aux particularismes nationaux en Afrique. C'est une idée dont elle reconstruit l'origine chez les descendants d'esclaves noirs aux États-Unis, milieu du 19e siècle, qui ensuite s'étoffe, se construit, et à la faveur d'un mouvement de retour vers l'Afrique, et puis surtout ensuite de circulation, de réemparement de l'idée panafricaine en Afrique par des leaders comme Kwame Nkrumah ou comme d'autres. Il y a tout un dialogue culturel et intellectuel animé par des intellectuels africains ou afro-descendants qui prend place durant l'essentiel de cette période, durant tout le XXe siècle. Erika Nimis et Marianne Nourgoni sont 2 chercheuses spécialistes de la photographie, qui observent que l'histoire de la colonisation et de la décolonisation de l'Afrique et l'histoire de la photographie sont 2 histoires complètement parallèles qui ont la même temporalité. Et qu'il est par conséquent très intéressant de regarder l'interaction entre l'Afrique et le monde au prisme de ce médium photographique et de son histoire en Afrique, avec au début la photographie anthropologique des explorateurs ou des anthropologues physiques, et puis ensuite une réappropriation de ce médium culturel de différentes façons par différents photographes, artistes en Afrique, différents usages sociaux de la photographie. Et aujourd'hui, là aussi, des usages très très neufs, très très actuels, très très postmodernes de la photographie, notamment la constitution d'un outil diasporique grâce à Internet, la photographie grâce à Internet, qui permet de reconstituer des identités perdues. Et on donne l'exemple qu'elle développe, par exemple, c'est lequel la diaspora somalie, d'un pays très très meurtri par des décennies de guerre civile, avec une très importante diaspora somalie à travers le monde, qui pense son identité à travers le médium photographique sur Internet de façon très diasporique. Et puis enfin, Anne Ruderman, dans l'ordre alphabétique, c'est la fin, et Anne Ruderman, historienne spécialiste de l'époque de la traite atlantique, qui redonne là les éléments d'une histoire de la traite atlantique, une histoire
très très bien documenté. On sait presque tout sur les navires, le système de traite, etc. Mais elle enveloppe cette histoire très bien connue d'une histoire économique plus ample, qui permet de montrer, de mettre en évidence non seulement les victimes, évidemment, de ce trafic qui a concerné à peu près 12 millions de personnes, mais au-delà de ça, le rôle des sociétés, à la fois en Afrique, les sociétés européennes, les sociétés américaines coloniales, donc dans les colonies de plantation, sociétés créoles, et puis au-delà de ça, même encore, un réseau qui est mondial, en fait, de fourniture de biens, de biens manufacturés qui entraient dans les cargaisons des navires. Voilà, on allait chercher des tissus de tel type en Asie du Sud-Est pour en faire des marchandises de traite. Et puis de la même façon, donc il y a en réalité une espèce de trame absolument mondiale qui se développe en toile d'araignée, si vous voulez, tout autour du système, de ce qu'on appelle le système triangulaire dans l'espace plus strictement atlantique. Donc voilà le projet. Ça fait 1 heure que je parle. Voilà à peu près le projet de ce livre que je viens un petit peu de vous récapituler. J'ajoute une chose. Ça va me prendre juste une petite demi-heure. J'ajoute une chose, c'est que je disais, j'ai beaucoup insisté sur ça, cette idée de mettre à disposition des savoirs qui, autrement, seraient des savoirs essentiellement connus par des spécialistes et qui ne filtrent pas beaucoup. C'est qu'il y a évidemment un enjeu social à rendre disponible des savoirs dans nos sociétés contemporaines. Et cet enjeu rejoint une chose que vous ne savez pas forcément. Les étudiants et étudiantes qui sont au fond le savent, mais il y a un concours national qui s'appelle l'agrégation, qui permet aux étudiants de se destiner à devenir enseignants du secondaire en histoire. Et pour la première fois pour la deuxième fois en réalité, mais bon, depuis la création de l'agrégation en 1830, un sujet sur les sociétés africaines a été mis au concours. Et ce sujet est intitulé « Les sociétés africaines et le monde ». Je n'ai plus le sous-titre exact, et puis une chronologie 1900-1980. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est pas un petit détail anodin, ça veut dire que tous les étudiants et étudiantes qui pendant les 2 prochaines années vont vouloir passer le concours, se destinent à être enseignants du secondaire, vont en passer par des apprentissages sur l'histoire de l'Afrique contemporaine, vont écouter des conférences, vont lire des manuels, vont lire des articles, et vont apprendre ça, et vont eux-mêmes devenir prêts à enseigner ces choses-là aussi aux élèves, aux petits gamins et petites gamines dans quelques années. Voilà. Donc là, il y a véritablement un enjeu de société qui est important. Absolument. Et merci beaucoup déjà pour cette présentation qui a bien circonscrit. Alors si je retiens ce que tu nous as dit, grosso modo, je trouve que on a bien compris et tu as parfaitement situé ta démarche qui est à la fois d'être totalement un historien de l'Afrique, un africaniste, mais qui à travers le prisme de l'Afrique et dans une perspective qui n'est pas l'histoire globale, mais qui on veut dire des connexions globales, cherche à regarder le monde à travers l'Afrique. Donc en fait, tu portes ta réflexion à une échelle qu'on peut dire mondiale, mais plus dans une perspective dynamique. À partir, effectivement, toi de l'Afrique. Autrement dit, tu renverses ce qui a longtemps été fait, c'est qu'on a regardé le monde à travers les cadres européens, et toi, tu les regardes depuis les cadres que tu contribues à élaborer, toi et tes collègues, à partir de l'Afrique. Donc la dimension, je dirais, effectivement, spatiale, on l'a bien située. Ce que tu as moins situé, c'est ta dimension épaisseur temporelle. Dans le livre que tu viens de présenter, fort logiquement, il y a un point de gravité qui est quand même époque moderne, contemporaine. Mais dans ta propre pratique à toi, tu n'as pas hésité à... D'abord, tu es plutôt spécialiste, même s'il dit ça, mais en réalité, il a fait une thèse sur l'histoire moderne, en réalité. Ça, il raconte ce qu'il veut, de toute façon, vous avez bien compris. Hein. Donc, c'est aussi un moderniste, parce que, en l'occurrence, c'était sur les Hottentots en Afrique australe, et c'était totalement une thèse d'histoire moderne. Mais dans ta propre pratique, justement, tu as navigué entre l'histoire contemporaine, spécialiste de Mandela aussi, par exemple, enfin, spécialiste de Mandela, en tout cas, qui a produit des textes très intéressants sur la parole de Mandela, donc là, on est vraiment dans l'histoire très contemporaine. Donc, ça peut dire qu'en fait, en réalité, il a un empan chronologique très large, et j'aimerais que tu nous parles un peu plus justement toi de comment tu appréhendes, là tu viens de nous dire en gros que tu faisais une histoire monde, au fait une connexion mondiale, comment tu appréhendes maintenant l'épaisseur temporelle dans laquelle toi tu situes ta démarche et dans laquelle tu navigues. Alors le livre, il est évident, et vous le verrez en le feuilletant ou en le lisant, il est beaucoup plus dense
il est beaucoup plus dense vers la fin de la chronologie. C'est-à-dire que bon, en gros, il y a un chapitre qui traite des millions d'années. Bon. Ensuite, on a un chapitre qui traite de 1500 ans. C'est nous le premier chapitre. Ensuite, il y a un chapitre qui traite de 1500 ans, entre en gros moins 1500 et puis plus, moins 1000 et plus 1500. Voilà. Ça fait 2 chapitres. Bon. Et puis ensuite, ensuite, on rentre dans des périodisations qui sont modernes. Donc cette fois-ci au sens français, donc vraiment 15e, 19e siècle, et puis surtout contemporaine, 19e, 20e, 21e. Et donc voilà, et plus on avance dans le livre, plus c'est dense. Bon, tout pour une raison très simple, c'est que d'abord il y a beaucoup plus d'historiennes qui travaillent sur les périodes contemporaines, et puis il y a beaucoup plus de documentation. On peut dire beaucoup plus de choses. On peut diviser les choses et on peut organiser les choses de façon multiple. On peut aborder les choses sous différents angles. Et de fait, plus on avance dans le livre et dans la chronologie, plus non seulement c'est dense, plus il y a de contributeurs et de contributrices possibles, et plus il est possible aussi d'organiser des overlaps, des recouvrements, voilà, qui permettent d'aborder les choses sous des angles complémentaires. On est donc capable de mieux nouer ces histoires et ces dynamiques. Si nous, on a pris en charge, en gros, depuis l'hominisation, donc il y a quelques millions d'années jusqu'à l'aube jusqu'à en gros quelques millénaires avant notre ère. C'est pas parce qu'on a voulu prendre 95% du gâteau. C'est parce que la documentation est lacunaire, et que surtout l'enjeu était de pas raconter, c'était pas de raconter toute la préhistoire de l'Afrique et du monde en 35 pages. C'était de brosser un tableau de ce qu'on pouvait dire en termes d'interaction entre l'Afrique, les sociétés africaines et les sociétés du reste du monde pendant ces très longues périodes durant laquelle la documentation est essentiellement matérielle. Hein. Bon. Mais en fait, pas que. Parce qu'en fait, on utilise aussi, par exemple, les langues, pour montrer qu'il y a des interactions linguistiques. Et puis les échanges d'autres, et puis la mythologie comparée, par exemple, aussi. Voilà. Jean-Luc Lequelec était là la semaine dernière, tout à fait. Semaine. Ouais, Il y a peut-être d'entre vous qui auront la chance de profiter des deux. Ouais. Et donc voilà, est-ce que et donc voilà, donc oui, tant qu'à faire une histoire sur les interactions entre Afrique et monde, ou entre les sociétés africaines et les sociétés du reste du monde dans l'histoire, tant qu'à faire, autant le faire complètement et le faire bien, c'est-à-dire en abordant les choses depuis très longtemps, surtout que des choses qui se sont formées au cours de ces interactions dans la très longue histoire, continue à être opératoire aujourd'hui. Prenons un exemple très simple. Une des grandes et belles particularités de l'histoire des sociétés africaines dans la très longue durée, c'est qu'elles résistent à un évolutionnisme mécanique. C'est quelque chose dont tu pourrais parler. Tu le feras admirablement. À un évolutionnisme mécanique. C'est-à-dire que, alors que, en gros, en Eurasie, à un moment donné, il y a d'abord des chasseurs-cueilleurs, et puis à un moment donné arrive un phénomène lui-même multiple qu'on appelle le néolithique. C'est-à-dire que des gens arrivent avec des animaux domestiques, des plantes domestiques, des nouvelles techniques de débitage de pierre, et puis la céramique, etc. Tout ça n'arrive pas complètement tout à fait dans le même paquet, tout ça. Bon, mais globalement, il y a quand même une temporalité. Et puis quelques millénaires plus tard, il n'y a plus de chasseurs-cueilleurs. Bon. Et puis là-dessus arrivent des nouvelles techniques de fabrication, de production de métal, etc. Et puis les sociétés qu'on appelle complexes, et puis l'État, et puis etc. Bon. Et dans cette évolution
dans cette très très longue histoire, on aperçoit, si on regarde uniquement l'Eurasie, comme une espèce d'évolution inéluctable, c'est-à-dire avec des clapets qui en quelque sorte referment la porte derrière eux. Il n'est pas possible, on redevient pas chasseur-cueilleur une fois qu'on a été bon. Et de fait, vous seriez bien en peine de nommer des sociétés de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui en Europe, par exemple. Bon. Mais vous seriez aussi bien en peine de nommer dans toute l'Eurasie des sociétés strictement pastorales, qui ne pratiquent que le pastoralisme. Hein. Et à l'exemple, par exemple, des Peuls voilà, ou des Khoikhoi en Afrique. Bon. Et donc il y a des phénomènes qui lorsqu'on examine la très très longue histoire des sociétés africaines, nous apparaissent sous un angle très très différent, parce qu'à la différence de ce clapet ou à la différence de cet évolutionnisme un peu mécanique, ça s'est pas passé comme ça du tout dans la très longue histoire des sociétés africaines. Toutes les innovations sont arrivées. C'est-à-dire que c'est aussi important à dire. C'est pour ça que c'est important d'avoir un chapitre sur ça. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas restée isolée des grandes innovations. Elle les a toutes reçues, toutes. Ou inventé. Ou inventé, absolument. Toutes reçues ou inventées. Elle a toujours participé à toutes ces innovations. Mais à la différence de sociétés d'autres régions du monde, chez lesquelles ces innovations sont devenues hégémoniques, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas en Afrique. En d'autres termes, même là où nous avons en Afrique des empires, des royaumes centralisés et administratifs. Et par exemple, le Mali, par exemple, le royaume d'Éthiopie, par exemple, beaucoup d'autres. Hein, bon. Et même là où nous avons ces royaumes-là, avec une dynastie royale, etc., avec une cour, avec une administration territoriale, avec un impôt, enfin avec tout ce que vous voulez qui caractérise un royaume, bon, même là où on a ce genre de sociétés qui nous sont, vues d'ici, plus familières, il y a aussi une cohabitation avec des sociétés différemment organisées. Que leur économie soit différente, par exemple qu'elle soit strictement pastorale de vaches, ou qu'elle soit chasseuse-cueilleuse, ou qu'elle soit organisée pas du tout sur un mode territorial, mais sur un mode, par exemple, de la parenté. Par exemple, les chefferies segmentaires dans plein d'endroits qui existent dans plein d'endroits d'Afrique, ou encore, par exemple, organisé selon des systèmes totalement originaux et absolument incroyables en termes d'inventivité sociale, comme par exemple ce qu'on appelle les sociétés à classe d'âge, voilà, ou les sociétés à génération, dans lesquelles les rôles politiques alternent soit par âge, soit par appartenance générationnelle. Bon. Et c'est-à-dire que tout le monde à tour de rôle passe au stade de guerrier, sage, ou administrateur de ville, et puis sage. Bon. Et voilà. Et donc à examiner les choses en Afrique, on est obligé d'apprendre à écarter notre vision évolutionniste schématique et pour voir les choses de façon beaucoup plus dynamique, pour voir le développement des sociétés de façon, oui, beaucoup plus dynamique et interactionnelle entre elles, pour les voir comme des formes de cohabitation, pas seulement de juxtaposition de groupes sociaux, mais de cohabitation et d'interaction entre elles, avec des sociétés, par exemple, hyper spécialisées dans l'agriculture céréalière, depuis très très longtemps, dans différentes régions d'Afrique, et puis d'autres sociétés qui ont investi des endroits où il est absolument pas possible de cultiver, des marges désertiques, des Sahel, ou d'autres régions, et qui se sont, par exemple, spécialisées dans l'élevage vaché, la transhumance, ou etc. Et puis, on observe de cette façon-là en Afrique le développement de toute une série de modèles, de systèmes politiques, de systèmes d'organisation sociale, de systèmes économiques, de systèmes, etc., qui s'intersectent, bon, et qui produisent des sociétés parfaitement adaptées à leurs environnements et qui s'obligent elles-mêmes à échanger avec leurs voisines de façon hyper dynamique. Donc voilà, c'était aussi nécessaire pour ça d'avoir ce chapitre initial sur la très très longue préhistoire de l'Afrique, parce que ça nous prémunit contre plein d'idées fausses. L'idée fausse de l'immobilité des sociétés, l'idée fausse de sociétés, de l'immobilité, je veux dire, géographique, l'immobilité ethnique ou je ne sais quoi, l'isolement
de société, idée fausse, le fait que les sociétés africaines auraient été complètement indépendantes des grandes innovations, non, pas du tout, idée fausse. Voilà. Donc ce chapitre nous permet de complètement remettre en cause, voilà, de balayer ces idées complètement fausses, et en même temps, c'est aussi quelque chose, et ça participe aussi de cette façon de renouer l'histoire, c'est que loin qu'il faille penser l'histoire du monde, oui, qu'on est complètement dans les interactions, loin qu'il faille penser l'histoire de toutes les sociétés du monde sous le prisme d'un modèle que nous croyons intuitif et naturel, qui est celui de cette espèce d'évolution mécanique et irréversible, hein, à regarder les choses depuis une histoire informée de l'Afrique, on apprend aussi des choses sur le reste du monde. Voilà. Et on apprend que peut-être l'évolutionnisme un peu mécanique est peut-être une aberration qui reste à expliquer, et pas du tout la base à partir de laquelle on commence à discuter. Alors, pas forcément une aberration, mais en tout cas, finalement, un cas relativement exceptionnel sur l'échelle de la planète. Et que là, tu as bien montré effectivement que travailler sur l'Afrique, c'est pas essayer de faire coller l'Afrique dans une chronologie préétablie. C'est remettre en cause les fondements même de cette chronologie préétablie, de montrer que finalement ce que la chronologie bâtit, il faut bien le dire, principalement dans le monde méditerranéen et en Europe, est finalement un cas d'espèce très singulier par rapport à ce qui a pu se passer dans bien d'autres régions du monde, et l'Afrique en est un merveilleux exemple. Je crois qu'on s'achemine dans très peu de temps au moment où on va pouvoir vous passer la parole pour poser d'autres questions. Et moi, de mon côté, de toute façon, voilà, on a à peu près cerné le personnage, je pense, vous l'avez cerné, et on a cerné son rapport au temps et à l'espace. Je vois que maintenant, à moins que tu aies encore autre chose à ajouter, je serais content au contraire que la salle puisse réagir sur ta présentation et sur voilà, toutes les questions qui leur viendront. Bonsoir. Je me demandais, donc vous avez cité donc dans l'énumération donc des contributeurs de ce livre un collègue africain. J'aimerais savoir s'il y en a d'autres qui ont contribué à ce livre, et si dans ce livre vous intégrez finalement ce qui serait des travaux d'historiens africains sur l'Europe, enfin dans un renversement de perspective. Alors moi, j'ai un souvenir amusé de ce qu'avait fait Amin Malouf, les croisades vues par les Arabes. Dans cet état d'esprit, peut-être plus scientifique, quel est le regard finalement des historiens africains aussi sur ces connexions finalement, dans l'autre sens en fait? Alors, oui, Souleymane Bachir Diagne, j'en ai parlé, Jean Godefroy Bidima, aussi, Marianne Nourgoni et franco-somali, Sarah Filaba-Kabadio, Anne Lafont elle-même est d'origine africaine, voilà. Et voilà, donc oui, il n'y a pas du tout de, c'est à la fois, il y a à la fois des historiens occidentaux et en fait français. Le projet éditorial est en France. Hein, bon. Donc il y a effectivement des historiens français et françaises, il y a des historiens et historiennes africains. Il y a des historiens et historiennes d'origine multiple et basés dans différents pays du monde. Voilà, depuis les États-Unis jusqu'au Brésil. Je regarde en même temps hein, pour essayer d'être sûr de n'oublier personne. Et voilà, donc le casting lui-même reflète en quelque sorte la dimension du sujet, même si elle le reflète de façon imparfaite. Et en particulier parce que, oui, vous avez raison, il y a une autre question, alors qui est une question en dehors du sujet, c'est le regard qui est porté sur l'histoire de l'Europe par des historiens basés en Afrique. Et là, je dois vous dire que ce serait un formidable sujet éditorial, que de commander une histoire de l'Eurasie, par exemple, là, à un collectif d'auteurs voilà, sénégalais ou camerounais. Et je ne sais pas, je dois vous confesser que je ne sais pas s'il existe des manuels, par exemple, voilà, d'histoire européenne, produits, par exemple, au Sénégal ou au Cameroun ou au Zimbabwe. Voilà, je réfléchis en même temps. Alors, bon, il y a des histoires
dans l'orbite académique, ça n'existe pas, à coup sûr. Hein. Dans les publications académiques, ça n'existe pas. Est-ce qu'il existe en revanche des manuels? Ça, je ne sais, je saurais pas répondre à cette question, mais c'est une histoire. Ouais, ce serait absolument fascinant, évidemment. Quoi. Après, à d'autres. Alors, là, vous posez la question en termes en termes radicalement inversés, c'est-à-dire une histoire de l'Europe, par exemple, vue depuis un pays ou une région d'Afrique, dans des géographies intermédiaires, par exemple sur la question de l'islam, des interactions entre Afrique et reste du monde au prisme de l'islam, relations entre islam des régions du monde islamique et islam des pays africains, entre islam africain et autres islams. Ça, ce sont des choses très très travaillées qui se reflètent dans le livre. Voilà. On peut faire la même chose aussi, par exemple, pour la question des chrétientés antiques. Là aussi, c'est abordé dans le livre, évidemment. Et puis un espace qui s'y prête, un espace et une chronologie qui s'y prêtent très très bien, c'est le monde atlantique. C'est-à-dire que le monde atlantique est un monde qui ne peut pas se laisser aborder depuis un bord plus qu'un autre. Par définition, le centre de gravité de ce monde atlantique, donc une fois de plus, ce monde qui se met en place à la faveur de la triangulation entre Europe, Afrique, Amérique, Europe, le centre de gravité de ce monde est nulle part. Il est en quelque sorte au-dessus de l'Atlantique. Il n'est fait que d'interactions et de circulation, et de transferts, et de rapports de pouvoir inégaux, et de lutte individuelle, et de survie, et de transfert d'objets, et de transfert d'esthétique, etc., etc. Il n'est fait que de... Voilà. Donc, ce monde étant inabordable depuis un lieu situé, il ne se prête que à une histoire multiple, multisituée, multivocale, à multiples échelles, etc. C'est fait par plusieurs autrices et auteurs dans le livre. Voilà. Mais donc je ne peux pas répondre de façon totalement satisfaisante à votre question parce qu'en fait ça dépend. En fait voilà, c'est que des choses sont faites aujourd'hui, des choses ne sont pas encore faites aujourd'hui et j'espère le seront et j'espère que ce livre contribuera aussi à décaler suffisamment les perspectives, à rajeunir suffisamment les perspectives pour que d'autres projets voient le jour. Monsieur. Moi, je vais, monsieur, vous poser une question qui concerne la France. Du temps de l'école coloniale, qui est ensuite devenue dans les années 30 l'école de la France d'outre-mer, comment était présentée aux futurs administrateurs l'histoire de l'Afrique ? Comment c'était présenté? Est-ce qu'il y avait des professeurs spécialisés? C'était l'école d'avenue de l'Observatoire, vous savez. Alors, c'est une question que j'ai trouvé la réponse nulle part. Alors, je vous invite à lire des manuels. Les manuels qui étaient produits par ces enseignants, qui étaient souvent eux-mêmes des administrateurs coloniaux ou anciens administrateurs coloniaux. Typiquement, un manuel qui était enseigné à l'école coloniale, c'est le livre de Delafosse, au Sénégal-Niger. Voilà, était un manuel. C'était pas un livre destiné au grand public, c'était un livre destiné, issu de son expérience d'administrateur colonial, oui. Donc issu de savoirs produits par les moyens de l'administration coloniale française sur le terrain, dans des conditions de rapport dissymétriques de pouvoir et de savoir. Voilà, production d'un manuel, et ce manuel était en fait le manuel de référence pour les élèves de l'école d'administration d'outre-mer, voilà, qui partaient ensuite sur le terrain. Je parle un peu de ce livre là-dedans, parce qu'en fait, c'est en quelque sorte l'une des bibles de tous les savoirs que l'on croit savoir sur l'histoire du Mali. C'est Delafosse c'est Maurice Delafosse qui a le premier essayé de faire rentrer à toute force des savoirs issus de l'archéologie telle qu'elle était connue à son époque, donc il y a plus d'un siècle avant, et des sources orales avec les moyens peu professionnels de recueil de cette tradition qui a été pratiquée il y a 120 ans, et puis des sources écrites arabes, elles-mêmes mal connues dans des éditions très très imparfaites telles qu'elles étaient disponibles à l'époque. Ça donne un puzzle forcé. Ouais, ça donne des forçages de pièces, voilà, dont il est difficile
de se départir aujourd'hui, parce qu'en fait, ces savoirs-là ont été transmis, je le montre là dans le premier chapitre, hein, ces savoirs se sont transmis ensuite d'administrateurs coloniaux, eux-mêmes historiens, en administrateurs coloniaux, eux-mêmes historiens, etc., etc., et ont fini par s'indurer comme des savoirs complètement solides, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils ne sont pas du tout. Voilà. Donc voilà, de la fosse par exemple, c'est un cas. J'ai plus en tête là d'autres manuels, mais certains livres, voilà, des livres ont été produits pour servir de manuel dans les écoles d'administration à destination des élèves qui se destinaient à devenir administrateurs coloniaux. Oui, il me semble que, je rajoute une chose, il me semble que Sophie Duluc, professeure d'histoire contemporaine ici, a écrit quelque chose sur ça, sur les administrateurs coloniaux, et il faudrait que j'ai 5 minutes pour chercher en ligne, mais pour vérifier, mais il me semble bien. Voilà. Non, juste pour compléter, avant la question, ce que vous dites, je pense que l'exemple de quelqu'un comme Robert de la Vignette, qui a dirigé l'école coloniale, qui lui-même a été administrateur au Niger et qui a écrit un petit article formidable qui s'appelle Le commandant de cercle, qui paraît dans la NRF en 1939, juste avant la déclaration de guerre, et qui enseignait donc aux futurs administrateurs coloniaux, est un modèle à la fois d'intelligence et puis de piège colonial, parce qu'il est totalement pris dans cette affaire. Vous avez raison de dire ça, de souligner ces deux aspects. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le piège colonial et puis il y a la production de savoir. Évidemment, on ne peut pas négliger le fait que la production de savoir s'est faite dans un rapport colonial. Voilà. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses sur la production de ces savoirs-là. En même temps, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait complètement se débarrasser de ça ? Si on se débarrasse de ça au nom du fait que les gens qui ont produit ces savoirs étaient des administrateurs coloniaux, il faut éliminer 99% des savoirs. Voilà. Toutes les éditions critiques de sources arabes, toutes les traditions orales recueillies avant les années 70 ou 80, toutes les fouilles archéologiques pratiquées durant l'époque coloniale. On ne peut pas se passer de ces savoirs qui ont été produits dans des conditions que nous n'avons pas le droit d'ignorer. Voilà. Donc en fait, je pense que la seule façon de faire, en historien, c'est de regarder ces sources, non pas comme des documents purs, comme des documents qui nous seraient parvenus un petit peu miraculeusement, comme des documents qui ont un problème. Ce sont des documents qui ont un problème. Mais bon, n'importe quel historienne ou historien vous dira que tous les documents ont un problème. Voilà, les raisons pour lesquelles ces documents nous sont parvenus sont de toute façon un problème, illustrent un biais, illustrent des choix, illustrent des tris qui ont été faits, etc. C'est vrai de n'importe quelle archive. Mais c'est vrai que les documents que nous avons aujourd'hui à disposition, nous autres historiennes et historiens, sont les documents qui ont un problème, c'est qu'ils sont le produit de rapports de pouvoir. Voilà, de rapports de pouvoir particulièrement saillants qui reflètent l'histoire coloniale de ces pays d'Afrique. Comment on fait avec ça ? On fait avec, c'est-à-dire qu'on travaille cette question. Voilà, on déconstruit ces rapports de pouvoir, on essaie de retrouver les pièces du puzzle et on problématise ces questions. Tous les historiens, toutes les historiennes travaillent de cette façon-là. Alors, juste pour prolonger, moi, je voulais vous demander ce que vous faites, par exemple, des anthropologues qui ont abordé l'Afrique au début du XXe siècle. Je pense à des gens comme Evans Pritchard ou Meyer Fortes, et plus encore des personnages qui ont marqué ces débuts de l'anthropologie en France, à Marcel Griol, par exemple, qui a travaillé à la fois sur l'Abyssinie et le Mali, enfin les Dogons, dans un contexte très bizarre, puisque lui-même, il joue à la fois sur le côté colonial. Il participe à la mission Dakar-Djibouti, il y a un travail de pillage qu'il fait sur toute cette zone. Mais en même temps, c'est un écrivain fabuleux qui nous a donné à la fois des savoirs, etc. Et que sa fille, la linguiste, a prolongé. Mais que fait-on avec ça ? Que faites-vous, vous concrètement ? Vous l'abandonnez ou non, une fois de plus, on ne peut pas l'abandonner. Lorsqu'un anthropologue ou un ethnologue de l'époque coloniale... qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, du reste. C'est-à-dire que vous parlez par exemple de l'école griolienne. Bon, ben voilà, c'est qu'un anthropologue ou une anthropologue ait travaillé pendant la période coloniale et ait produit des monographies
ethniques, bon, bah, on peut pas les évacuer. Cette personne-là a observé des choses, a mené des enquêtes, a réuni des savoirs, etc., a collectionné des objets, etc. Bon. Une fois de plus, ce rapport de savoir-pouvoir, il faut l'éclairer. Il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas faire comme si c'était... bon, il faut l'éclairer, ce problème de rapport entre savoir et pouvoir, entre production de connaissances et coercition. Il faut le... Voilà. Et puis ça va plus loin que ça, c'est pas qu'un rapport de production de connaissances dans un cadre de coercition, c'est que même le cadre de pensée est complètement imposé, informé par l'administration coloniale. Par exemple, lorsqu'un ethnologue, prenons au hasard Griaule, lorsqu'un ethnologue se pointe dans un groupe ethnique en disant bah, tiens, bon, je vais faire avec moi et mon équipe, on va recueillir tous les mythes, les récits d'origine, les variantes de la langue, les objets, les machins, et puis tiens, puisqu'on y est, on va se procurer des portes de grenier, des poteries, des trucs, et puis on va amener tout ça, et on va faire une espèce de monographie, genre la fiche type de cette ethnie. Non. En faisant ça, qu'est-ce qu'il fait ? En faisant ça, non seulement il emporte, non seulement il pille, non seulement il prive, d'accord ? Pour reconstituer sous cloche, en vitrine, en France ou dans n'importe quel autre musée du monde, une entité qui a les mêmes contours que l'entité administrative dans laquelle il s'est pointé pour faire son étude monographique. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet ethnie est le miroir intellectuel de l'ethnie administrative qui était l'objet d'administration des administrateurs coloniaux et de l'administration coloniale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que le cadre conceptuel, ce qui finit par nous habituer à penser en termes d'ethnie, hein, c'est-à-dire en fait en termes d'entité avec des contours. Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? Donc, voilà, une entité ronde comme ça avec un contour, boum, tac, c'est l'ethnie machin truc, tac, et puis voilà, on la documente, on la décrit, on fait un livre sur elle. Après, on l'abandonne, on lui prend quand même ses objets, ses trucs, et puis on en fait une vitrine. Voilà. Là, il y a un processus de transfert, il y a un processus de privation, il y a un processus de création de connaissances dans un cadre coercitif, mais il y a un cadre conceptuel qui est lui-même formaté. Voilà. Donc tout ça, il faut le savoir, tout ça, il faut le dire. Bon. Et il faut le dire, il faut le critiquer, au sens il faut le démonter, tout ça, il faut l'éclairer. Voilà. Ça n'empêche pas de travailler, mais c'est comme, je prends souvent cette métaphore-là, un moteur de voiture, il faut savoir enfin c'est pas mon cas, mais il faut savoir le démonter entièrement pour pouvoir nommer toutes ces pièces, voilà, savoir exactement à quoi toutes ces pièces correspondent, d'où est-ce que toutes ces pièces proviennent, lesquelles sont originales, lesquelles sont des pièces de rechange, etc. Et puis après, il faut remonter en toute connaissance de cause. Voilà. Il faut démonter le problème, il faut l'éclairer le problème. Voilà. Il n'y a qu'en épaississant le problème, et pas en le simplifiant, voilà, qu'on peut aborder ces questions-là. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est vite fait. Que pensez-vous dans cette prise de conscience d'une Afrique en interaction avec le reste du monde, de l'apport de cette équipe de chercheurs qui a publié des tomes à l'UNESCO sur l'histoire de l'Afrique? Voilà, c'est la première question. Deuxième question, liée à l'actualité, aux réseaux sociaux, et c'est en rapport avec votre introduction sur les faux savoirs, les fausses informations par Wikipédia. Dans ces temps-ci, on parle souvent en Afrique et dans les réseaux sociaux d'un glissement de France-Afrique à la Chine-Afrique. Et pour asseoir cette puissance d'installation progressive des Chinois dans les mines, dans les richesses de l'Afrique, il y a des initiatives de genre, mais la Chine avait des relations anciennes avec l'Afrique. Quelques-uns remontent au 8e siècle, au 9e siècle, d'autres au 14e siècle. Qu'est-ce que vous en pensez?
de cette instrumentalisation ou cette justification que la Chine n'est pas récente en Afrique? Merci. Alors, le premier chapitre de mon livre, Le rhinocéros d'or, parle exactement de ça. C'est-à-dire que les relations qui ont existé entre la Chine et l'Afrique au cours des siècles. Relations du reste très très peu nombreuses, de relations directes très très peu nombreuses. Il y a eu 2 moments. Voilà, de relations directes. Dans tous les autres cas, ce sont des relations complètement indirectes, complètement médiatisées par toute une série d'intermédiaires, notamment le monde islamique. Voilà, donc, il ne faut pas imaginer, sauf très très rare exception, on ne peut pas imaginer de relations directes entre des marchands africains, par exemple Swahili se rendant en Chine, ou de marchands chinois se rendant au Zimbabwe, par exemple. Bon, ça n'a pas existé. En revanche, que des marchands chinois aillent jusque dans le sud-ouest de l'Inde, et puis là transportent avec eux des porcelaines, et puis que là ces porcelaines soient achetées par des marchands persans, qui eux-mêmes circulent le long du nord de l'océan Indien, et puis les vendent dans des ports de l'Oman, et puis que là d'autres marchands, Omani ou arabes, achètent ces marchandises, et puis font un assortiment avec d'autres trucs, par exemple des perles qui viennent de Sumatra, et puis d'autres objets, et puis reconditionnent tout ça, l'emmènent sur des bateaux, vont le vendre quelque part en actuelle Tanzanie, à Kilwa par exemple, et puis que là ils vendent leur paquet, ou ils vendent pas d'ailleurs, parce que si les clients n'en veulent pas, ils peuvent pas vendre, achètent en échange de l'or, et puis de là, ces marchandises, quelques porcelaines, sont revendus à des colporteurs qui vont plus loin et qui remontent 500 km dans l'arrière-pays. Et puis une porcelaine chinoise, ou plutôt un vase vert qui s'appelle un céladon, se retrouve dans une tombe d'Afrique du Sud au XIIe siècle. Ben, ça existe, ça oui. Voilà. Ça existe, bien sûr que ça existe. Voilà. Et ce sont des exemples, j'en viens d'en donner 2, que j'illustre totalement dans Le rhinocéros d'or. Voilà, c'est que ce sont ces circulations de marchandises, ces circulations, mais qui vont au-delà de ça. C'est pas que des marchandises qui circulent, ce sont des savoir-faire, ce sont des techniques, ce sont aussi des goûts. Ce sont des goûts. Hein, et c'est pas n'importe quel objet qu'on peut écouler, n'importe quel objet chinois qu'on peut écouler en Afrique. D'ailleurs, à l'époque, c'est quand même plutôt des objets chinois de luxe. Hein. En tout cas, ce qu'on retrouve dans les sépultures en Afrique, ce sont des objets de luxe. Bon. Et pas du tout. Et donc oui, donc il y a des connexions anciennes. C'est certain qu'elles puissent servir de justification à une entreprise impérialiste économique, non. Enfin, je veux dire que là, je suis obligé d'être voilà. Et on peut pas instrumentaliser l'histoire de cette façon-là, ni au profit de la Chine, ni au profit de n'importe quelle autre puissance, quelle qu'elle soit, en dehors d'Afrique ou en Afrique. Enfin, je veux dire, les historiens et historiennes professionnels ne cessent de se bagarrer contre ça, partout. Voilà. Et plus ou moins, non, monsieur, vous. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous voulez poser une question? Et quant à votre première question, c'était l'apport à l'UNESCO. Ah oui. Alors l'UNESCO, il y a eu effectivement, c'est un grand projet initié dans les années 60 qui a été publié en 8 volumes entre les années 60 et les années 80. Le 8e volume est paru en 88, je crois. Qui a réuni voilà, une foule de contributeurs. Les 8 volumes sont organisés chronologiquement. Et donc voilà. Donc alors, ça a été un moment éditorial très très important. Jusque dans les années 90, on utilisait beaucoup les volumes de cette somme. Qui néanmoins ont fini par se périmer, c'est-à-dire que forcément, voilà, les premiers volumes, notamment les premiers volumes sur l'Afrique ancienne, maintenant ont 60 ans, voilà. Donc beaucoup de choses ont été mises à jour, beaucoup de choses, pas dans tous les domaines, hein, mais disons qu'il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels des archéologues africains ou des archéologues américains ou des archéologues ou européens ont apporté énormément de nouveautés, ou des documents qui étaient couramment utilisés ne peuvent plus l'être aujourd'hui parce qu'en fait ils ont été invalidés, ou au contraire des documents qui n'existaient pas, qui n'étaient pas publiés, le sont maintenant. Enfin globalement l'historiographie a complètement évolué, justement parce qu'il existe beaucoup de chercheurs dans le monde qui travaillent sur l'histoire de l'Afrique. Donc c'est tout à fait normal, mais les volumes de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, publiés entre les années 60 et 80, ont été aujourd'hui, voilà, dans la plupart des cas, invalidés et remplacés par d'autres choses. Voilà, il y a d'autres, mais des choses
n'ont pas la même envergure, parce qui sont plus des histoires générales de l'Afrique, mais qui sont par exemple des histoires, par exemple l'histoire de l'Éthiopie, histoire de l'Éthiopie et de l'Érythrée médiévale. Voilà, aujourd'hui, il y a eu récemment un gros projet sur ça. L'histoire de l'islam en Afrique, il y a un projet, il y a un bouquin, un bouquin en plusieurs volumes récents avec voilà. Donc voilà, oui, c'est. Oui. Alors oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas tout à fait d'accord avec vous, mais bon, on peut accepter. Mais moi que je vois, moi dans mon observation du savoir international et mondial, puisque maintenant c'est mondial. Et moi j'ai une question qui m'inquiète beaucoup, parce que c'est tous les pays du monde qui viennent en Afrique parce que c'est intéressant. Ces gens-là, ils ont pour un savoir pour fabriquer, pour inventer, actuellement parce qu'ils n'ont pas un enseignement efficace, parce qu'il y a beaucoup d'alphabets en Afrique. Et deuxièmement, c'est que le commerce international en Afrique, il est licite depuis très longtemps avant, c'est-à-dire entre la Chine et l'Inde, il y avait déjà du commerce qui était très importante au XIVe siècle. Et ça, je le sais. Et deuxièmement, je voudrais savoir, j'ai une question à poser très importante, parce qu'on parle du savoir où ces pays ont colonisé. Aujourd'hui, où c'en est, et que ça évolue, ou alors ça s'arrête toujours dans le système colonial. Alors, oui, j'ai dû mal m'exprimer sur le commerce à longue distance. Le commerce à longue distance existe depuis très très longtemps. Et différentes régions d'Afrique sont depuis très très longtemps, depuis des millénaires, interconnectées. Bon. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui, énormément de travaux aujourd'hui. C'est un domaine vraiment de pointe aujourd'hui sur, par exemple, les interconnexions autour de l'océan Indien. Donc, tous les pays riverains de l'océan Indien, donc les pays africains riverains de l'océan Indien, les pays mer Rouge et péninsule arabique, péninsule indienne, etc. Voilà, tous les pays riverains ont été interconnectés depuis des millénaires. Et on est capable aujourd'hui, alors non pas à l'aide de sources écrites, parce qu'il n'y en avait pas, mais à l'aide, par exemple, de la génétique des plantes, de la génétique des animaux, de la comparaison des pratiques de navigation, la linguistique dans certains cas, les noms, voilà, on sait que le bananier, par exemple, a circulé dans un sens de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Afrique, la côte est de l'Afrique, et puis ensuite a traversé toute la zone pour aller jusque vers le Cameroun, où il est connu, je crois, vers 1500 avant notre ère. Voilà. Et enfin, en tout cas, oui, c'est ça, voilà, fin du deuxième millénaire avant notre ère. Et inversement, des plantes domestiquées en Afrique, le millet et le sorgho, par exemple, ont été transportés vers les mêmes époques, voilà, en direction. Donc oui, bien sûr, il y a des interconnexions depuis très longtemps. Qui connectent différentes régions d'Afrique avec différentes autres régions du monde dans des géographies, dans des systèmes d'interconnexion. J'y insiste néanmoins qu'ils ne sont pas des systèmes directs, c'est-à-dire que ça ne connecte pas directement la Chine avec l'Afrique, ça connecte par des intermédiaires. Voilà. Et en tout cas jusqu'à l'époque contemporaine. Bon. Mais c'est ça qui rend intéressant, c'est que ce système d'interaction, ce système d'interconnexion du monde connecte toutes les parties du monde, interconnecte toutes les parties du monde les unes avec les autres par toute une série d'intermédiaires. Voilà. Donc en fait, en d'autres termes, les marchandises changent de main très souvent le long de ces routes, mais néanmoins, ces marchandises circulent. Voilà. L'ivoire africain jusqu'en Chine, la porcelaine chinoise jusqu'en Afrique, les perles indo-pacifiques jusqu'à partout en Afrique, les coris, les coquillages, les porcelaines des Maldives, les coris des Maldives, un archipel au sud-ouest de l'Inde, jusqu'au Maroc et en Afrique de l'Ouest, etc. Donc voilà, les marchandises circulent, mais elles circulent aussi vers l'Europe et elles circulent, etc. Donc il y a vraiment un système d'interconnexion au sein dont les sociétés africaines ont fait partie depuis très très longtemps.
Et maintenant, pour répondre, j'essaie d'être plus bref sur votre deuxième et troisième question. On n'est évidemment plus du tout à l'époque coloniale, mais il reste néanmoins des rapports inégaux de savoir. Et il reste des rapports inégaux de savoir parce que dans beaucoup de pays africains, les collègues n'ont pas accès aux mêmes ressources que moi ou que mes collègues ou que d'autres collègues du Nord. Pas accès aux mêmes ressources. Dans certains cas, dans les pires des cas, par exemple, je prends mes collègues maliens avec qui j'étais en dialogue direct, enfin il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, avant la série de coups d'État, et avec qui on échange quand même parfois en dépit de circonstances très 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 difficiles pour eux et elles. Ces collègues n'ont pas accès au Mali aux sources primaires. Ils n'ont pas accès aux publications de documents arabes, y compris de textes arabes produits au Mali, en arabe produits au Mali au XVIIe siècle, à Tombouctou par exemple. Ils n'ont pas accès même aux sources épigraphiques, les inscriptions en arabe sur pierre. Il y en a des centaines dans la région de Gao, etc. D'abord, elles sont inaccessibles, mais en fait, ces pierres sont publiées, mais les publications ne sont accessibles que dans le Nord. Ils n'ont pas accès le plus souvent au portail de revues. Vous savez, je vous ai dit au début, il y a 1h30, qu'essentiellement, on publie dans des revues scientifiques. Bon, ces revues scientifiques, elles ont un accès très, très difficile. On y accède aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on y accède grâce à des portails Internet. Les chercheurs et chercheuses professionnels, et c'est le cas aussi des étudiants à partir du niveau master, ont accès, grâce à leur laboratoire, dans tout le monde développé, ont accès à des portails de revues, et donc en fait, n'importe quel journal qui a eu un peu d'importance ou qui a un peu d'importance, on y a accès. On a accès à des milliers et des milliers de revues et donc à des centaines de milliers d'articles publiés dans ces revues depuis des décennies. Bon. Mais ça coûte de l'argent. Nos universités, le CNRS, payent des portails pour avoir accès à ces savoirs. Dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas les moyens pour accéder à ces savoirs-là. Donc ça finit par être compliqué. Quand on n'a pas accès aux documents primaires, quand on n'a pas accès à la littérature académique, qu'on n'a pas accès non plus aux mêmes facilités de voyage. Voilà. Mes collègues maliens disent qu'ils viennent à Paris pour étudier l'histoire de leur propre pays. Mais quand on ne peut plus voyager, on fait comment? Voilà. Ils n'ont pas non plus accès au même financement. Je suis obligé de le dire, moi qui suis archéologue et qui ai une certaine capacité à trouver des financements, voilà, mes collègues africains n'ont pas cette capacité à trouver des financements. Alors là, donc il continue à y avoir des rapports inégaux, qui sont des rapports inégaux d'accès aux sources, d'accès à la littérature secondaire, d'accès aux moyens financiers de la recherche, et on pourrait dire aussi d'accès aux publications dans les grandes revues internationales qui souvent sont basées hors d'Afrique. Donc voilà, donc il y a effectivement des rapports inégaux contre lesquels il faut continuer de lutter pour donner à nos collègues ou pour laisser prendre à nos collègues des positions de pouvoir dans les universités, dans les revues, des facultés des plus grandes facultés de publication et de l'accès à la connaissance. Voilà. Alors, mon cher Fix, je pense qu'on va prendre... Non, il y a encore 2 questions, mais alors, est-ce que tu promets d'être bref? Oui. Voilà. Non pas que ce soit pas, c'est passionnant, mais il est de 28, et donc on a promis qu'on arrêtait. Alors, donc soyez brefs tous, voilà. Bon, je vais essayer d'être bref. Moi, je vais revenir sur les sueurs froides que vous avez qu'a provoqué l'article Wikipédia sur l'Empire du Mali. Et j'exagère peut-être un petit peu, mais effectivement, bon, Wikipédia, effectivement, c'est référencé, Google, c'est l'accès à la connaissance. Rapide, automatisé, etc. Ça pose des problèmes évidemment de qualité scientifique, de contrôle effectivement de la production de la connaissance. Je voulais savoir tout simplement si vous aviez eu envie de réécrire l'article Wikipédia. Bonne question. Non, en fait, vous dire, c'est une bonne. Alors, si vous voulez, je suis pas opposé sur le principe à Wikipédia. Hein. D'ailleurs, je prends beaucoup de précautions dans le chapitre. Voilà, c'est un outil qui rend accessible des connaissances, etc. Non, ce que je pointe dans ce cas-là, c'est que dans certains cas, il y a un biais. Dans certains cas, il y a un biais. Et dans le cas du Mali, de l'Empire du Mali, de la notice Wikipédia Empire du Mali, il y a de toute évidence un très 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 gros biais. Comment se fait-il que tous les savoirs les plus anciens, y compris des savoirs complètement périmés, y compris des savoirs qui datent d'il y a 1 siècle et demi, hein, continuent d'être véhiculés comme des savoirs communs, alors que c'est pas le cas, par exemple, dans d'autres régions du monde. En fait,
J'analyse ça dans le premier chapitre, toujours, en montrant comment fonctionne, quelle est la charte de fonctionnement, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette notice Wikipédia. Hein. Voilà, j'ai même été voir qui étaient les contributeurs et contributrices, etc. Et la charte, il y a une charte du rédacteur ou de la rédactrice de la notice Wikipédia qui oblige, qui astreint à considérer comme source un savoir qui est suffisamment public. Or, un savoir qui est suffisamment public, c'est un savoir qui est accessible en ligne. Or, un savoir accessible en ligne dans un domaine quand les spécialistes sont très peu nombreux sur Terre. Les spécialistes du royaume du Mali, attendez, j'exagère pas, les spécialistes du royaume du Mali aujourd'hui sur Terre, on est 5 ou 6. D'accord ? C'est-à-dire que si j'additionne tout, hein, les archéologues, les spécialistes des sources arabes, etc., voilà. Mais allez, mettons 8, quoi. Voilà. Mais période impériale. Hein, bon, voilà. C'est quand on est 8 et qu'on est durablement 8. Enfin, je veux dire, ça fait c'est pas les mêmes 8 hein, au cours des décennies. Mais disons quand il y a très très peu de spécialistes, ça fait que les savoirs, même complètement mis à jour dans la communauté, même si dans mon séminaire tous les étudiants savent que voilà, même si voilà, etc. Il n'empêche que les savoirs disponibles et qui peuvent donc être qualifiés comme source par Wikipédia, parce que si c'est pas le cas, il y a un modérateur qui dit ben non, vous n'avez pas le droit de citer cet article puisqu'il n'est pas accessible. Donc boum. Donc en fait, tous les savoirs qui potentiellement pourraient mettre à jour la notice sont pas considérés comme fiables. Je prends un exemple assez fameux. Un exemple assez drôle dans mon cours et dans le premier chapitre. Je prends un exemple bref, bien sûr, parce que là, il faut vraiment extrêmement bref. Je prends l'exemple d'un débat qui a eu lieu aux États-Unis il y a une dizaine d'années autour de l'écrivain américain Philip Roth. D'accord ? Et Philip Roth, un jour, s'insurge en disant que la notice Wikipédia à propos de l'un de ses romans est complètement fausse et comme le rédacteur ou la rédactrice considère que son personnage principal est inspiré de tel personnage réel, etc. Et lui dit mais pas du tout. Voilà. Donc il écrit à Wikipédia, il essaie de transformer le truc. Bon, et en fait, les transformations qu'il apporte, lui, l'auteur hein, du roman, voilà, les transformations sont virées par un modérateur qui considère qu'il n'est pas fiable. Et de là, il fait une lettre publique là, dans un journal, dans un hebdomadaire, très grand hebdomadaire américain, en se plaignant que c'est quand même pas très normal qu'on refuse l'autorité de l'écrivain qui corrige une notice Wikipédia, etc. Wikipédia répond, ben oui, mais il faut que le savoir soit public. C'est-à-dire que donc le contributeur s'est appuyé sur un témoignage public qui était publié, vrai ou faux, c'était publié, disponible, donc c'est un truc. Et vous, l'auteur, ben, vous n'avez pas le droit de prétendre que simplement parce que vous êtes l'auteur, votre vérité est plus vraie qu'un savoir public. Voilà. Très bien, ça s'arrête là. Non, ça s'arrête pas là, parce que dès lors que la tribune de Philip Roth était publiée, c'est devenu un savoir public. Par conséquent, un autre contributeur a apporté une correction basée sur le témoignage publié de Philip Roth pour corriger là-bas. Donc c'est juste une anecdote que je prends pour illustrer qu'est-ce que c'est que le caractère public pour Wikipédia et qu'est-ce que ça veut dire dans une niche de savoir très étroite de lutter contre des savoirs périmés alors que les savoirs à jour n'arrivent pas à rentrer en raison de procédures de sélection de ces savoirs. Cette fois-ci, promesse est tenue. Dernière question, dernière réponse brève. Un respectueux reproche. Vous avez parlé de savoir. Pourquoi on empêche des gens de venir dans votre collège pour apprendre ? Pourquoi on les empêche d'aller acheter les livres Ombre Blanche ? Je veux parler d'un discours qui m'avait frappé en 2007 par M. Guénaud, rédacteur de M. Sarkozy, qui nous apprenait beaucoup sur les rapports avec l'Afrique. Est-ce que c'était parce que c'était des fans de Trevor Popper ? Alors, ce genre de discours, le discours de Sarkozy à Dakar, 2007, vous dites, c'est ça, 2007, voilà, est assez commun. Ça, c'est la forme la plus radicale et la plus visible
de déni d'histoire, de déni d'historicité. C'est la forme la plus radicale et la plus visible, mais vous seriez surpris de savoir à quel point elle est répandue dans la société. Après, il y a d'autres formes, si vous voulez, de déni d'histoire. Je prenais par exemple tout à l'heure le cas de la muséographie. La muséographie des objets africains. C'est aussi cette façon d'immobiliser, cette façon de circonscrire en vitrine, cette façon de matérialiser, cette façon de naturaliser, etc., sont quand même des problèmes. Enfin, je veux dire, voilà, ce sont des façons là aussi de nier plein de choses, de nier les interactions entre les sociétés, de nier les dynamiques de création sociale, de nier l'agentivité individuelle des artistes. Voilà. Et pas seulement. Voilà, bon. Et donc voilà. Donc et puis il y a beaucoup d'autres choses. Enfin, voilà. Je me rappelle d'une fois. C'est aussi une anecdote dont je parle dans un autre petit livre, celui dont j'étais venu parler il y a quelques mois. Un jour dans une conférence exactement comme celle-ci, dans une librairie, un monsieur vient me voir à la fin. J'avais présenté des diapos avec plein de choses, avec des monuments en Afrique, des textes arabes, des textes hébreux, des textes, etc., grecs, des textes coptes, etc. Bon, j'avais montré plein de trucs. Et vraiment, et puis ça parlait d'histoire, de société africaine, etc. Et à la fin, un monsieur comme là vient me voir et à la fin, il me dit « c'est la première fois que j'entendais tout ça, c'est très, très intéressant, mais est-ce que vous êtes sûr ?» Et sur le coup, j'ai pas pris au sérieux cette question parce que elle m'a un peu désarçonné. Mais en fait, c'est une question qui ne cesse de m'interroger parce que c'est une question en fait qu'on ne poserait jamais à une historienne d'une autre région du monde. Enfin, je crois pas en tout cas. En tout cas, j'ai pas rencontré d'autres historiens et historiennes à qui on a déjà posé cette question. Comme si il y avait une suspicion. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si c'était pas tout à fait assuré. Comme si même quand on documente, il reste quand même un petit quelque chose de doute ou d'incertitude ou etc. Bon. Et voilà, donc voilà. Donc je crois qu'il y a plein de formes, plus ou moins brutales ou plus ou moins subtiles ou ténues, disons, de déni d'historicité, qui sont un héritage. Hein, il faut être clair. Hein, c'est un héritage de plusieurs siècles d'idéologie. Qui s'est construite avec la traite des esclaves et avec la colonisation. Cet héritage-là idéologique, il existe. Voilà. Donc bon, je crois que vous, comme lecteurs et lectrices, et puis les historiens et historiennes, on se bagarre précisément pour le contrer. Voilà. Et puis pour l'amener jusque chez les étudiants qui eux-mêmes vont l'amener un jour avec les élèves, quoi. Voilà. Mais donc c'est une lutte, quoi. Voilà. Bien, cette histoire nous montre l'importance de s'intéresser à l'Afrique et de vous plonger dans ses ouvrages. Vous venez d'entendre François-Xavier Fauvel lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le mardi 27 septembre 2022 autour de l'ouvrage coécrit avec Anne Lafont, L'Afrique et le monde, histoire renouée de la préhistoire au XXIe siècle, édition La Découverte. Réalisation et mise en onde, Radio.